Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions après une première audition de messieurs Arfi et Arendenberg. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. Nos travaux portent donc sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les atteintes à la probité. Vous êtes l'un des fondateurs de Mediapart, où vous consacrez à la corruption, aux abus de pouvoir ou encore au dysfonctionnement au sein des institutions, des entreprises et des organisations, y compris des fédérations sportives. Nos travaux montrent le rôle majeur que jouent les médias pour briser des omertas et faire bouger les pouvoirs publics et les acteurs du monde sportif sur les sujets qui intéressent notre commission. Le 7 février 2023, vous avez dénoncé certains dysfonctionnements dans la gouvernance de la Fédération française de tennis. Pouvez-vous revenir sur cette enquête et ce que vous avez appris depuis ? Vous avez suivi et commenté les travaux de cette commission le week-end dernier encore, s'agissant de l'audition du président de la Fédération française de rugby. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir revenir sur les observations que vous inspirent les informations qui nous ont été communiquées publiquement au cours de ces auditions. Cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, après avoir activé votre micro, et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous sais gré de me recevoir. Donc mon métier, vous l'avez dit, c'est journaliste d'investigation. Ça devrait être un pléonasme, malheureusement, il faut parfois le préciser. Et donc mon métier est de révéler des informations d'intérêt public. Et donc depuis 2016, entre autres enquêtes, j'ai beaucoup travaillé sur les dysfonctionnements de la Fédération française de tennis. Dans un seul souci, c'était d'éclairer le débat public et d'éclairer les citoyens et éclairer aussi les élus. Dans un souci de transparence, je dois dire que je suis par ailleurs coprésident d'un petit club de tennis, mais sans participer à aucun débat départemental, régional ou fédéral pour rester libre de ma plume. Alors, je vais vous dire un peu les constats principaux que j'ai tirés des enquêtes que j'ai menées. Je vais faire l'inverse d'un travail de journaliste, je vais donner la conclusion avant d'essayer de documenter cette conclusion. Mon sentiment, c'est que la Fédération française de tennis, depuis très longtemps, depuis sans doute 30 ans, traverse une crise morale et éthique grave sans que la puissance publique s'en soit occupée. Si je dis ça, si je peux me permettre, avant d'en venir à mes enquêtes les plus récentes, si vous faites l'historique des questions d'éthique et de probité, ce sera le fil conducteur de mes enquêtes tout au long de ces années, vous verrez qu'il y a eu des dysfonctionnements innombrables. D'abord, il y a la présidence de Christian Bim, 1993-2009. Vous vous souvenez de l'épilogue de cette présidence, donc c'est une condamnation le 9 juillet 2009 à 5 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt. L'avocat qui plaide à l'époque pour les plaignants, qui est maître Versini-Campinki, qui est mort, décédé il y a un mois, avait dit « mais c'est un véritable pilleur de tronc », dit-il à l'audience. Voilà, et donc il y a eu des dysfonctionnements fous avec l'entreprise de son épouse qui fournissait les hôtesses pour Roland Garros, un mélange des genres permanent. L'autre grande affaire qui suit, les présidences suivantes, et pour lesquelles j'ai commencé, moi, à enquêter, commence en 2016. En 2016, je mets la main, grâce à une source, sur un rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, que vous connaissez sans doute, que j'ai publié, que j'ai mis à télécharger dans l'article de l'époque sur Mediapart, écrit par 2 inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports courageux, l'un est depuis décédé, dans lequel il pointait des dysfonctionnements gravissimes de la Fédération française de tennis. 1, trafic de billets. Certains billets
qui étaient détournés étaient revendus jusqu'à 30 fois leur prix. 2 manquements à l'éthique et à la probité, ce sont les mots employés par les 2 rapporteurs de l'époque. Et 3, un pacte de silence. En clair, dans la direction de la Fédération française de tennis, certains faisaient ces manquements à la loi, d'autres l'ont appris et ont décidé ensemble de n'en rien dire, de ne pas faire jouer l'article 40, de ne pas alerter la justice sur ces dysfonctionnements. Soit dit en passant, la puissance publique à l'époque, en 2016, est défaillante, puisque le ministre des Sports de l'époque est informé, évidemment, à communication de ce rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, ne fait pas jouer l'article 40. Le chef de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports a évidemment connaissance du rapport puisqu'il est fait sous sa tutelle. Il ne fait pas jouer l'article 40. Et donc ce sont les 2 inspecteurs, sous leur seule responsabilité, qui font jouer l'article 40, qui signalent au parquet les manquements dont ils ont eu connaissance, avec sans doute la possibilité qu'il y ait des délits pénaux qui aient été commis. Et c'est donc sur la base de ce signalement courageux des 2 inspecteurs que le parquet national financier décide en mars 2016, d'ouvrir une enquête préliminaire. Enquête, je vous le signale, qui, 8 ans après, n'est toujours pas close. J'ai pris contact régulièrement avec le PNF dès les mois antérieurs, avec le procureur chargé de la communication, et aux dernières nouvelles, il y a 2 mois, il se demandait s'il n'est pas bientôt ouvrir le dossier aux parties, ouvrir au contradictoire, pour éventuellement, le cas échéant, prendre une ordonnance de renvoi en correctionnel. Donc les anciens dirigeants, les prédécesseurs de Gilles Moreton, sont concernés par, sans doute, des soupçons graves d'atteinte à la probité. Une autre affaire très récente, dont les médias n'ont pas parlé, et moi non plus aussi, c'est une procédure engagée contre le directeur des relations publiques de la Fédération française de tennis, Bastien Lorichès, pour faute grave et revente de billets de Roland-Garros à des sociétés écrans. Voilà. Donc il y a eu une cascade d'affaires. La dernière affaire, évidemment la plus importante, celle qui vous préoccupe, c'est la nouvelle enquête ouverte par le parquet national financier. À l'origine, il y a une plainte de 7 dirigeants ou anciens dirigeants de la Fédération française de tennis. Moi-même, ultérieurement, dans les semaines qui suivent, je produirai un nouvel article disant que les reventes de billets n'ont pas seulement eu lieu en 2019 et 2020, mais qu'ils se sont poursuivis en 2021 et 2022. Et donc, les plaignants feront un complément de plainte auprès du parquet national financier. Et j'aimerais vous expliquer le cheminement, puisque lors de l'audition de Gilles Moreton, celui-ci a balayé la question d'un député qui lui disait « Mais vous avez eu vent de système de revente de billets ?» Et Gilles Moreton a dit « Non, il n'y a pas de revente. Ce que l'on faisait, les ligues régionales avaient à disposition certains billets, et donc tout le monde faisait comme moi je faisais dans la ligue que je présidais, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. » Or, en fait, ce récit-là, d'après les plaignants, est faux. Alors, il faut que je vous explique. En fait, il y a, dans la plainte, il y a 2 fautes possibles qui sont dénoncées. 1, trafic de billets, revente de billets, 2, corruption. Et il est nécessaire de s'attarder sur les deux soupçons, les 2 dénonciations faites par la plainte. En fait, la découverte de possible revente illégale de billets se fait de manière fortuite, puisque l'une des sociétés avec lesquelles Gilles Moreton, comme président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, a passé un accord, c'est une société d'intérim qui s'appelle Adéquate. Cette société met en ligne sur son site internet l'annonce qu'elle a passé un accord de partenariat avec la Ligue de Gilles Moreton. Cet accord, il faut bien le comprendre. Pourquoi est-ce que la question du député était juste? Est-ce qu'il y a des reventes de billets? Oui, c'est une revente. Dans le langage de la Fédération de tennis, ce sont des billets packagés. En clair, la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes a offert à cette société Adéquate des billets. Elle lui a offert la possibilité de recevoir ses clients
au sein du restaurant de Roland-Garros qui s'appelle le Roland-Garros, avec également comme prestation la présence de Gilles Moreton à ces différents rassemblements des clients. Et donc ceci contrevient totalement, d'après les plaignants, aux conditions générales de vente. Et si vous voulez en avoir la confirmation, quand l'ancienne présidente, celle de Judy Shaley, découvre ce fait-là par la mise en ligne par Adéquate, l'ancien président saisit la commission des litiges et demande un audit des pratiques irrégulières ou illégales conduites par les différentes ligues en France. Or, il est clairement dit, donc ça, pardon, je retrouve mon document, le voici. Tous ces documents sont en ligne sur Mediapart, mais je pourrais les fournir au secrétariat de la commission. Rapport d'audit. Dans ce rapport d'audit fait par la commission saisie, il y a donc on étudie les différentes irrégularités, maladresses ou pratiques illégales. Dans ces pratiques, il y a non-respect des conditions générales de vente des articles 72 et 109 des règlements administratifs et des droits d'exploitation de la Fédération française de tennis, revente de billets de Roland-Garros et de prestations de restauration par la Ligue à des sociétés partenaires via l'établissement d'un contrat, contrepartie Roland-Garros. Combien de ligues concernées? Une ligue concernée. Une seule. La Ligue de Gilles Moreton. C'est tout le rapport, ensuite, le détail. Donc il est faux de dire que toutes les ligues étaient concernées. Il y avait un problème particulier. Pour cette ligue et pour un comité qui était le comité de Paris, qui est l'une des instances très puissantes dans la vie interne de la fédération, cette ligue a longtemps été dirigée par dénommé Hugues Cavalin, qui a passé le relais ensuite à un monsieur qui s'appelle M. Barrière. M. Hugues Cavalin, qui est à l'époque le trésorier de la Fédération française de tennis, et par ailleurs l'époux d'une personne qui s'appelle Agnès Bourguignon, qui détient une agence. Et on a découvert à la même époque que cette agence elle-même vendait des billets alors qu'elle n'était pas une agence agréée. Et donc l'ancien président, Judy Shaley, ayant saisi la commission des litiges, met un peu d'animation et d'inquiétude dans les instances dirigeantes de la Fédération française de tennis. Et c'est là qu'on arrive à la seconde étape. Non pas seulement possible détournement de billets, mais y a-t-il eu aussi corruption? Les plaignants, dans le texte de la plainte, parlent de pacte corruptif. Pourquoi? Observez bien l'enchaînement des faits. Hugues Cavalin est inquiet des avancées de la commission des litiges, des constats qu'elle fait, et change de camp dans la campagne qui a lieu à l'époque pour l'élection du nouveau président de la Fédération française de tennis. Il change de camp, il abandonne le camp de M. Judy Shaley et passe dans le camp Moreton. Ceci va assez largement favoriser la victoire de M. Moreton. Ensuite, que se passe-t-il? M. Moreton est élu grâce à ce transfuge, en grande partie grâce à ce transfuge, et dans les jours qui suivent, il y a un premier comité exécutif qui se tient, et ce comité exécutif, que décide-t-il? De manière spectaculaire, l'arrêt de la saisine de la commission des litiges. On passe l'éponge, on retombe un peu sur le pacte de silence dénoncé en 2016 par les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports. Ils passent l'éponge. Donc c'est voté à l'unanimité des membres du comité exécutif, dont, je le signale en passant, Mme Amélie Oudéa-Castéra, qui vote pour l'abandon de la procédure. Et dans le même mouvement, M. Barrière Monsieur Barrière est promu trésorier du nouveau président et M. Cavalin est promu directeur de cabinet de M. Moreton, poste qui n'existait pas. Et donc les plaignants disent, regardez, il y a eu une forme de remerciement pour service rendu ou d'échange de bons procédés. Voilà, donc ceci porte sur des possibles trafics de billets sur les années 2018-2019. Donc moi j'ai rendu compte, j'ai révélé la plainte et j'ai continué à essayer d'enquêter pour voir si ces pratiques contestables, ces éventuelles pratiques contestables n'avaient pas perduré. Et donc j'écris, après ce dépôt de plainte, qui fait beaucoup de bruit à l'époque, un nouvel article en date du 27 mai, où je raconte que j'ai découvert qu'il y a eu
des reventes de billets sans doute illégales en 2022 et 2023. Donc mon article est intitulé « Roland-Garros, rebondissement dans l'affaire des billets ». Et je raconte que la société AS Events, contrôlée par Mme Bourguignon, épouse de M. Cavalin, le directeur de cabinet de M. Moreton, a vendu des billets alors qu'elle n'est pas une agence agréée, donc elle n'a pas le droit légal de le faire. Et je donne même le nom des sociétés qui ont acheté les loges. Hein, et vous le trouvez dans l'article. Culture Sport pour 16 000 euros, une autre fois pour 14 000 euros, Moderlab pour 6 000 euros, Accueil Immobilier pour 7 000 euros, Fayad Bâtiment, je vous fais l'économie de cette liste qui est assez longue, voilà. Et je reçois une confirmation assez étonnante de la véracité des faits que je rapporte, puisque dans les enquêtes, c'est l'ABC du métier, je respecte le contradictoire, donc j'interroge les gens que je peux mettre en cause, et donc j'interroge Mme Bourguignon. Et vous trouverez dans l'onglet prolongé de l'article de Mediapart la réponse qu'elle me fait aux questions que je lui ai soumises. Et la réponse de Mme Bourguignon, je vous la livre. Nous comprenons de votre mail que vous avez eu accès à la comptabilité de notre entreprise. De deux choses l'une, soit ces données vous ont été remises par quelqu'un de chez nous, ce dont nous doutons fortement, soit elles ont été dérobées. Passons sur la méchanceté et la calomnie, ça a été volé. Je ne vole, et Mediapart ne vole jamais rien, mais en tout cas, vous trouverez la confirmation implicite du fait que ces données proviennent de la comptabilité de son entreprise. Et donc, du coup, d'où le complément de plainte rédigé par les plaignants et adressé au parquet national financier. Donc, du coup, c'est un élément de plus, et le complément de plainte est suivi. Je fais un temps d'arrêt là-dessus, parce que M. Moreton vous a dit, mais de manière assez curieuse, l'affaire est close, ça se termine par un non-lieu. Bon, et il vous a lu des extraits de l'ordonnance de non-lieu. Or, moi, je révèle le 24 juillet dernier qu'en fait, il y a eu une procédure qui est tout à fait exceptionnelle. En droit, c'est autorisé, mais aucun avocat n'avait saisi cette possibilité-là. Quand le parquet rend une décision de non-lieu, les plaignants peuvent faire recours auprès du parquet général, ce que fait maître Versini-Campinki, et le parquet général donne droit à ce recours et donne instruction au parquet national financier d'ouvrir une enquête préliminaire. Donc je le révèle, moi, le 24 juillet, et toute la presse s'en fait l'écho. Toute la presse, je vous livre le Parisien, billetterie de Roland-Garros, le parquet général demande au PNF d'ouvrir une enquête préliminaire. Soit dit en passant, dans cet article du Parisien, maître Alain Jakubowicz, qui est l'avocat de M. Moreton, commente la décision. Donc, il était évidemment tout à fait informé. Je vous passe Le Monde, L'Équipe. Donc, l'enquête est lancée. Et Le Monde, ensuite, dans un article ultérieur, dit bien, confirme, ce que le PNF m'a aussi confirmé, que l'enquête préliminaire est maintenant engagée. Donc, voilà, c'est 30 ans où il y a toujours le même soupçon, avec le sentiment que la puissance publique n'a jamais eu de sursaut pour essayer de contenir. Je pourrais y revenir ensuite sur la question du manque de transparence. Et ce manque d'appui de la puissance publique est d'autant plus grave que vous imaginez bien que dans une petite communauté comme celle d'une fédération sportive, quand il y a une plainte, il y a des pressions. Je vous livre juste un exemple de ces pressions sur les plaignants. Un exemple. Parmi les plaignants, il y a un ancien président de Ligue qui, tout à fait spontanément, veut adhérer à l'amicale des anciens présidents de Ligue. Voilà, c'est une petite communauté. Cette amicale a son siège à Roland-Garros. Et voilà. Et il reçoit une réponse stupéfiante. Deux faits ont été portés à notre connaissance, répond le président de cette amicale, qui siège à Roland-Garros. Et parmi ce qu'on a porté à notre connaissance, ce sont des relations qualifiées de conflictuelles avec les dirigeants fédéraux actuels. Considérant ces deux informations et la nature de l'association de l'amicale, le bureau, à l'unanimité, a décidé de surseoir à ton agrément jusqu'à sa prochaine réunion. Cette période probatoire devrait te permettre de nous donner toutes les assurances
quant au comportement que tu devras adopter dans ton attitude vis-à-vis des dirigeants fédéraux, ce qui constitue un préalable à ton éventuelle admission. Voilà, c'est le petit microcosme qui se défend et qui se protège. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je peux peut-être en rester là dans cette première intervention. Une question. Comment expliquer l'absence de réaction de la puissance publique ? Écoutez, je vous l'ai dit, je vous ai raconté l'incident de 2016. Les faits sont connus, le rapport de l'inspection générale est formidablement précis, détaillé, documenté. Le rapport en fait démarre sur une dénonciation anonyme et les inspecteurs font leur enquête. Et je ne m'explique pas l'inertie. À l'époque, c'est M. Caner qui est ministre des Sports. Il est dûment informé et il ne saisit pas le parquet. Il ne fait pas jouer l'article 40. Là, dans le cas présent, je ne peux faire que des hypothèses, mais ce qui est très curieux dans l'attitude de la puissance publique, c'est que, il y a ces manquements récurrents. Et la logique aurait pu faire que la puissance publique, quelle qu'elle soit, saisisse de nouveau l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Or, vous le savez, Amélie Oudéa-Castéra fait l'objet, compte tenu de son passé chez AXA, chez Carrefour et à la Fédération française de tennis, et au terme d'un arrêté pris par la Première ministre, elle doit se déporter. Et donc la tutelle de la Fédération française de tennis est exercée par Matignon. Assez logiquement, on peut concevoir que dans l'époque très tourmentée que nous vivons, la Première ministre a d'autres soucis à gérer que les petites turbulences, éthiquement et moralement graves, mais qui, au regard des priorités du pays, ne sont pas forcément décisives. Et donc, du coup, l'inspection générale de la jeunesse et des sports n'est pas saisie. Mais ce n'est pas seulement l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Si je peux me permettre, je pourrais faire un temps d'arrêt sur un autre aspect de la vie de la fédération qui est assez préoccupant, je trouve assez choquant, c'est la crise sociale que traverse cette fédération. Quand Gilles Moreton arrive, il y a un séisme social. Il y a sur les à peu près 400 salariés que comprend la fédération, il y a 140 départs. Alors tous ne s'explique pas par la gouvernance qui est mise en place. Il y a des salariés qui sont attirés par la mise en place du comité d'organisation des Jeux Olympiques et qui quittent la fédération à leur propre initiative. Mais il y a aussi un climat d'oppression très préoccupant qui se met en place. Il y a la plupart des directions sont décapitées. Y compris des directions décisives. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus de 2 ans, au moment de Roland-Garros, au moment du tournoi de Roland-Garros, il y a eu un grand désordre une nuit parce que rien n'avait été prévu dans l'organisation de la sécurité. Pour une raison simple, c'est que le responsable sécurité avait été décapité et que la jeune personne qui avait pris sa succession n'avait pas les liens avec la police, pour organiser la sortie des spectateurs après une séance de nuit à 2 heures du matin. Et donc le métro était fermé parce que, bon, bref. Et donc, il y a eu un droit d'alerte qui a été lancé par le CSE, notamment sur 2 signalements de harcèlement moral. Comment les choses se sont passées au sein de la fédération ? Gilles Moreton a refusé la demande du CSE qu'il y ait un audit externe pour apprécier la situation sociale des salariés, et a décidé que ce serait une petite commission de 2 personnes qui mènerait l'audit, le DRH et un membre du CSE. DRH placé sous l'autorité de la directrice générale, que vous avez reçue ici à côté de M. Moreton, qui était visée par les signalements pour harcèlement. Et donc, il y a eu ce paradoxe, c'est que la commission, évidemment, a abouti à une pantalonnade. L'audit n'a rien donné et personne n'a bougé. Et il y a juste le comité d'éthique de la fédération, je vous renvoie à son communiqué, qui a pointé, parce que comme moi je l'avais pointé dans un article,
le comité d'éthique de la FFT dit certes la directrice générale de la FFT, Madame Flessier, donc, que vous avez reçue, n'a été à aucun moment associée à la procédure. Néanmoins, cette dernière a été visée par l'alerte. La conduite de l'enquête par 2 salariés de la fédération, dont l'un occupe des fonctions de direction sous son pouvoir hiérarchique immédiat, interroge à tout le moins l'apparence d'impartialité de la procédure conduite. Voilà, mais l'aspect surprenant, c'est qu'au même moment, la ministre des Sports, Mme Oudéa-Castéra, diligente des inspections du travail, par exemple, si j'ai bonne mémoire, dans le groupement d'intérêt public, France 23, pour le rugby. Pourquoi est-ce que l'inspection du travail a été dépêchée dans le cas du rugby et pourquoi l'inspection du travail n'a pas été dépêchée dans le cas de la Fédération française de tennis? L'intuition, sans pouvoir la documenter, mais l'intuition assez logique que l'on peut avoir, c'était que la puissance publique n'a sans doute pas voulu importuner la ministre. Je vous livre ça, je pose la question, mais c'est le soupçon légitime que l'on peut avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments. Moi, je vais revenir sur l'audition de M. Moreton devant cette commission d'enquête, puisque suite à son audition, vous avez publié justement un article dans la foulée, vous en avez fait état. Et nous, on a pointé effectivement au mieux des inexactitudes, au pire des mensonges, sur plusieurs sujets. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Il y a la question, vous l'avez évoqué, de cette revente de billets, le fait de cette enquête du PNF qui est classée sans suite, mais pas vraiment, puisque ça passe par une autre procédure. La question de la stratégie patrimoniale de la FFT avec justement l'achat, l'acquisition d'un appartement sur lequel il nous a semblé que, en tout cas, on est interrogatif sur l'évaluation du bien et de son prix d'achat. Et sur le troisième élément qui était sur la rémunération de la directrice générale de la FFT à cette époque-là, qui est donc Madame Oudéa-Castéra, puisqu'il nous avait annoncé que c'était 3 fois moins que ce qu'elle gagnait à l'époque. Depuis, on a eu plusieurs informations qui sont très divergentes. Je vous les livre et peut-être on aimerait avoir votre regard là-dessus. La première question qu'on a posée, c'est comment est-ce qu'on passe d'avoir été élu au sein sur une liste et donc de faire partie d'un bureau et dans la foulée de devenir directeur général de cette même fédération. Est-ce que c'est des choses qui sont courantes, ce passage comme ça finalement d'une fonction élective à une fonction de salarié au sein d'une fédération sportive? Le deuxième élément, c'est on a sur les dates de départ et d'arrivée, donc sur la négociation du salaire. Là aussi, on a reçu des informations très différentes, donc peut-être que vous avez plus d'éléments là-dessus. Et enfin, vous le savez, lors de son audition, Madame la ministre avait indiqué qu'il n'y avait pas de fonds publics et donc elle a fait un rectificatif le lendemain. Or, nous, depuis, on a récupéré effectivement des éléments, ne serait-ce que sur l'année 2021-2022, il y a bien plus de 10 millions d'euros qui ont été attribués en fonds, en aide pour la FFT. Et notamment des acomptes de compensation de la billetterie Roland-Garros, puisque c'était juste après la période Covid. Et ça nous interroge d'autant plus sur le choix d'un salaire aussi élevé, alors même que cette fédération visiblement était en difficulté, puisqu'elle a dû avoir une compensation, une aide, en tout cas un fonds de compensation pour permettre à la FFT de redresser ses finances. Et dans le même temps, peut-être, si vous avez les éléments du salaire du DG précédent, celui de Madame Castéra et celui de la DG actuelle, puisque je crois, je me tourne vers l'administration, jusqu'à preuve du contraire, nous avions demandé le salaire de la DG actuelle et nous ne l'avons toujours pas obtenu. Donc voilà, si vous avez ces éléments d'information. Et peut-être une dernière question, mais ça, c'est suite à votre article. Est-ce que vous diriez que Monsieur Moreton nous a menti en audition? Merci. Je vais essayer de m'en tenir strictement à mon métier de journaliste. Donc, je ne vais pas éluder des questions. Je vais répondre aux questions sur lesquelles j'ai qualité à répondre, parce que j'ai enquêté et je sais. Par ailleurs, je lis des confrères qui travaillent très bien et je respecte le travail et ils ont parfois complété certaines de mes découvertes. Donc, sur le salaire d'Amélie Oudéa-Castéra, à l'origine, c'est
moi qui le révèle il y a assez longtemps, il y a 6 mois sur Mediapart, et ce n'est pas franchement une révélation, même si je suis le premier à le faire. J'ai simplement été consulter le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et je m'en suis tenu, moi, à la classification de la Haute Autorité, avec d'un côté rémunération et avantages, et de l'autre les titres financiers qu'elle a pu acquérir. Donc voilà, donc j'ai fait le calcul à l'époque dans cet article. Comme sur le site de la Haute Autorité, c'était présenté en rémunération nette et pas brute. Il faut faire attention parce que j'ai eu l'impression que Mme Amélie Oudéa-Castéra, le moment de son audition, a confondu le net et le brut ou l'a présenté de manière avantageuse. Donc des chiffres présentés par la Haute Autorité, on peut déduire qu'elle avait donc une rémunération de 35 600 € net par mois. Je pense qu'il faut s'arrêter d'abord sur ce chiffre-là. Dès cet article-là, évidemment, ma curiosité a été aiguisée parce que le chiffre est quand même formidablement important pour une association dont la richesse dépend d'abord du travail des bénévoles. Moi, je vous le dis comme petit coprésident d'un petit club, les gens tombent à la renverse quand on leur donne un chiffre pareil. On s'évertue à trouver de l'argent. Moi, je peux vous dire mes petits soucis quotidiens de président de club. Comment est-ce que le club trouve de l'argent pour à une rentrée scolaire offrir une raquette et une tenue de tennis gratuite à des enfants dont les parents n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et pour sortir de l'image de tennis sport de riche. Bon, donc évidemment, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce chiffre, et donc j'ai cherché à savoir quelle était la rémunération de son prédécesseur. Je l'ai écrit, et je pense que si la commission a des moyens que je n'ai pas pour obtenir le contrat d'embauche de M. Jean-François Villotte, son prédécesseur, si je suis bien informé, il a donc été rémunéré 28 500 € bruts, soit 23 000 € nets, à comparer donc aux 35 600 de Mme Oudéa-Castéra. Et donc, comme M. Moreton dit, Mme Oudéa-Castéra a été payée dans les mêmes eaux, c'est la formule qu'il a employée, si j'ai bonne mémoire, ça fait une différence de 12 000 €. On ne vit pas dans le même univers. Si c'est dans les mêmes eaux, une différence de 12 000 € par mois. Alors, si je suis bien renseigné, à cette rémunération de M. Jean-François Villotte, mais encore une fois, la commission peut obtenir communication du contrat d'embauche, il y avait en plus une prime possible en cas de bonne performance, équivalente à 10% de la rémunération. Alors, je ne sais pas si cette prime, cette clause a joué, je l'ignore. Mais imaginons même qu'elle ait joué, 10% de 23 000 €, ça fait 25 000. Donc 25 000 comparé à 35 000, non, ce n'est pas du tout la même rémunération. Et donc, pour moi, c'est ça le vrai débat, beaucoup plus que combien a perdu Madame Oudéa-Castéra. Parce que tout de même, 35 600 €, moi j'ai dirigé le service entreprise du Monde pendant très longtemps. J'ai étudié les mœurs du capitalisme parisien. Vous savez qui est payé 35 600 €? C'est plus que le patron de la Caisse des dépôts et consignations qui gère plus de 35 milliards d'euros d'actifs. Mais c'est une bombe, c'est un séisme de penser qu'une fédération qui a des missions d'intérêt public peut payer. Donc voilà. Donc, quel a été l'accord entre M. Moreton et Mme Oudéa-Castéra quand elle est à l'origine élue sur sa liste et ensuite quand elle devient directrice générale, je l'ignore. Était-il décidé par avance qu'elle deviendrait directrice générale très vite? On peut le supposer, mais je n'ai pas de preuves. Voilà, donc, voilà. Mais je trouve que le vrai débat, c'est, un, la comparaison avec Villotte, et deux, moi je le dis comme journaliste, c'est vrai qu'il y a eu un débat dans les groupes du CAC 40 depuis 10 ans et 15 ans pour mettre un peu de transparence. Et donc maintenant, on peut savoir la rémunération de M. Bompard, PDG de Carrefour, d'où elle vient. Là, on ne sait rien. On ne sait rien. Si sa rémunération équivaut, je ne sais pas, à 14, j'ai pas fait le calcul, à 14 000 ou 15 000 licences de tennis que payent les jeunes.
Mais les jeunes sont peut-être en droit de savoir à quoi passent les licences qu'ils payent, 34 € pour les adultes et un peu moins pour les jeunes. Il n'y a aucune transparence. Et le simple fait qu'on ne connaisse pas la rémunération de sa successeur, Mme Flessier, est aussi, je trouve, assez problématique. Pourquoi est-ce que dans le bilan annuel de la fédération, il n'y a pas l'affichage de tous les comptes? Et on se dit, si c'est secret, c'est qu'il y a un loup. Légitimement, même si ce n'est pas le cas, ça jette la suspicion. Et donc je trouve qu'on est dans un système assez pervers. Merci. Peut-être juste par curiosité, est-ce que vous avez une idée, peut-être que vous avez été regardé ou pas par curiosité, les rémunérations des DG, par exemple, sur d'autres fédérations? Est-ce qu'on est dans la même fourchette ou pas du tout? Les fédérations, en fait, ont des revenus très différents, on le sait, hein, la fédération de tennis fait partie de celles qui ont le plus d'argent. Mais est-ce que, par exemple, la FFF ou d'autres fédérations, de votre point de vue, ont des revenus similaires? Quand j'ai écrit l'article, donc c'est vrai que moi j'essaie d'être le plus méticuleux possible. Et donc j'ai cherché à connaître la rémunération de M. Villotte. Et évidemment, je me suis posé la question. Quelles sont les pratiques ailleurs? Donc je ne vais pas vous dire ici mes sources, mais j'ai interrogé des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports pour leur demander s'ils avaient connaissance. Et j'ai appelé des responsables de fédérations sportives que je connaissais. Et on m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul équivalent proche, mais je ne sais pas s'il est équivalent ou plus faible. C'est la Fédération française de foot. Et on m'a dit pour le reste, l'immense majorité des fédérations sportives, les directeurs généraux sont souvent payés entre 4 000 et 8 000 € par mois. Et le plus souvent, ils cumulent cette fonction de directeur ou directrice générale avec la fonction de DTN, directeur technique national. Donc ils ont une double fonction. Donc je pense qu'il y a... Et en fait, on comprend bien, il y a deux fédérations qui sont happées par des logiques financières fortes, pour d'ailleurs la même raison. Souvent, c'est l'inflation qu'il y a sur les droits TV du foot et du tennis maintenant, puisque la Fédération française du tennis a passé des deals avec Amazon au tout début. Et donc, du coup, ça génère... il y a une logique financière ou une financiarisation de ces deux, avec un apport d'argent et peut-être des appétits financiers. Et si vous regardez bien le débat interne qu'il y a au sein de la Fédération française du tennis en ce moment, il y a un débat qui choque beaucoup de licenciés ou qui les inquiète, qui est la rémunération des présidents de ligue et des présidents de comités départementaux. Ce qui est assez... Pourquoi? Parce que on est tous bénévoles. On est tous bénévoles. Et donc, est-ce qu'il faut rémunérer? Le simple fait de se dire les présidents de ligue, sur les très grosses ligues, moi ça ne me choquerait pas de dire, tiens, il y a un permanent, mais c'est peut-être le directeur général qu'il faut rémunérer, pas forcément le président. Là, on a le sentiment que ce débat, pour l'instant, il est visiblement un petit peu retardé dans sa chronologie, vise à, comment dire, resserrer les liens entre le président de la fédération et le président de ligue pour les transformer en obligés. C'est le soupçon qu'on peut avoir. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une évolution. Le premier sport qui a été touché, ça a été le foot, vers le foot business. Et il y a des indices de transformation du tennis vers le tennis business, où on s'occupe d'abord des logiques financières, des logiques d'argent. Pourquoi pas capter quelqu'un qui vient de l'ENA et qui vient d'un groupe du CAC 40. Au-delà de l'affaire Oudéa-Castéra, il y a une sorte d'avancée moléculaire vers un sport qui n'est plus tout à fait... qui pose un débat. Est-ce qu'on est pour le tennis pour tous? Est-ce qu'on est pour la popularisation du tennis? Ou un sport où on se préoccupe d'une petite élite de joueurs de très haut niveau et des responsables de fédérations et de ligues? Voilà, je trouve qu'il y a un débat qui n'est pas vraiment sur la place publique, mais qui est un débat intéressant, parce que moi, je le vois, là, je parle non plus comme journaliste, mais je parle comme coprésident de club. Je fais un tournoi avec des joueurs qu'on appelle dans le jargon des joueurs numérotés. Donc, ils font partie du top 100 pour les hommes ou du top 60. Ils gagnent une misère.
ce sont des très grands joueurs, des sportifs de haut niveau, et ils gagnent, j'ose pas vous dire, les droits qu'on leur donne pour venir faire le tournoi dans mon petit club en Bretagne, c'est moins que le prix du TGV aller-retour pour venir de Paris. Et donc, voilà, il y a je trouve que les vrais débats se focalisent souvent en dehors de ce que sont les besoins réels du tennis. Oui, moi je m'étais posé la question parce qu'au moment où on avait eu... En fait, au moment où on avait abordé cette question des salaires, juste avant, on avait posé une question sur le fait d'avoir, par exemple, un binôme d'entraîneurs dans le cadre des travaux de cette commission sur la question des violences sexuelles et sexistes, afin de protéger justement les jeunes athlètes. Et on nous avait répondu que la fédération n'avait pas les moyens financiers pour payer des entraîneurs en plus. Et c'est vrai que juste après, on avait abordé la question des salaires des DG. Et j'avais trouvé que voilà, 500 000 € d'un côté et ne pas avoir les moyens d'avoir des entraîneurs en plus pour sécuriser les sportifs, ça m'avait beaucoup interrogée. Mais ça nous a permis aussi d'avancer sur la réflexion dans le cadre de la commission. Moi, je vais peut-être revenir sur la plainte qui a été déposée en mars 2023. Et en fait, pourquoi cette plainte pourrait concerner l'actuelle ministre, Madame Oudéa-Castéra? Je trouve que la responsabilité de Mme Oudéa-Castéra, il y a la plainte, je vais y venir, et il y a par ailleurs la situation sociale au sein de la fédération, où elle est en partie concernée par le malaise. Pour la plainte, sa responsabilité je ne suis pas juriste, donc c'est en plus pas moi, journaliste, de qualifier les faits. Elle participe à un vote, elle approuve une résolution qui a pour effet de suspendre la saisine de la commission des litiges qui enquêtait sur le possible trafic de billets. Donc elle participe à un vote qui enterre l'affaire. Et donc elle n'est pas aux premières loges, mais sa voix aurait compté si elle avait dit non. On a tout intérêt, même si l'origine de la plainte c'est l'équipe adverse, à faire la vérité. À l'époque, le comité d'éthique non plus ne s'intéresse pas à l'affaire. C'est assez, me semble-t-il, étonnant. Excusez-moi, j'ai oublié la... Non, c'était bien ça. Donc, je voulais compléter sur la situation sociale. Donc, j'ai parlé de 140 départs sur les premiers 18 mois de la présidence de M. Moreton. Avec beaucoup de violence. Il faudrait que je retrouve... voilà, j'ai ça là. Donc, c'est moi qui révèle la situation sociale, et ensuite mes confrères suivent. Je vous lis les titres des articles. RMC Sport, qui s'intéresse beaucoup au tennis, l'ère Moreton ou la République de la Terreur. Les termes étaient encore... Moi, j'ai essayé de produire les faits. RMC, le titre était très, très violent. Le titre du Monde, Le Monde prend quelques semaines pour faire la même enquête que moi, et Le Monde titre à la FFT un malaise social de grande ampleur. Et donc là, maintenant, je n'ai pas le détail exact, mais il y a plusieurs procédures engagées au prud'homme à la suite de cette crise sociale. Et donc, les personnes... Alors, Moreton est en première ligne dans cette crise sociale, puisque dès le premier comité exécutif, il fait voter une résolution au terme de laquelle le président de la Fédération française de tennis a désormais le pouvoir d'embaucher et de débaucher qui il veut. Il a la possibilité de court-circuiter la direction des relations humaines. Mais donc, sinon, pour le reste, la directrice générale qui a la charge de conduire la politique sociale, et donc la responsabilité de la purge sociale qui a lieu à la FFT repose pour moitié sur Amélie Oudéa-Castéra, qui engage la procédure, et ensuite sur sa successeur, Madame Caroline Flessier, qui est visée par les 2 signalements pour harcèlement. Alors, peut-être, je vous propose qu'on passe au rugby, parce qu'on a fait une bonne partie de l'audition sur le tennis.
Vous avez publié ce week-end un article dans lequel vous montrez comment le président de la FFR, donc Florian Grill, et son directeur général ont qualifié abusivement la procédure qui a décidé d'un partenariat avec l'entreprise Altrad relative au flocage des maillots de l'équipe de France lors de leur audition par cette commission d'enquête. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, donc pourriez-vous peut-être rappeler un peu ce que vous mettez dans cet article et ce qui, de votre point de vue, est problématique, et peut-être vous pourriez ensuite nous transmettre les documents qui vous ont servi à produire cet article, parce qu'on en aura besoin dans le cadre des travaux de cette commission. Il faut que la mémoire revienne sur ce qui La première question, c'était sur l'article que vous avez fait, vous savez, sur le fameux appel d'offres. Voilà. Non, donc, non, ma curiosité a été simple. Donc, c'est que j'ai écouté Monsieur Grill, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, parce que depuis, on s'est parlé. Et donc, je l'entendis devant vous à 5 ou 6 reprises, appel d'offres. Et donc, ma vraie compétence en matière de sport, même si elle est limitée, c'est le tennis. Et j'avais écrit quelques articles avant sur le rugby, donc ça m'a fait dresser l'oreille, et donc j'ai cherché à vérifier. Et tout de suite, j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'appel d'offres. Et donc, voilà, j'ai fait mon travail de journaliste, d'enquête, de recherche. Je ne pourrais pas, pour les raisons de secret des sources, vous donner les documents, mais à mon avis, le travail de vérification de la commission sont assez simples, puisque là aussi, dans le respect du contradictoire, j'ai interrogé le président de la Fédération française de rugby, M. Grill, par écrit, avec son service de communication en copie, et donc j'ai reçu une réponse dont quelques extraits figurent dans mon article, et la réponse figurant dans la version intégrale, dans les annexes de l'article. Et il reconnaît lui-même qu'il a eu tort d'employer le terme d'appel d'offres. Et je vous livre sa réponse. Ensuite, ce n'est pas à moi d'en tirer les enseignements. Il dit que c'est un abus de langage. Ce n'est pas un appel d'offres. Et donc, il reconnaît les faits. Et pour tout vous dire, je l'ai eu par la suite au téléphone. Et il m'a dit, voilà, je débute dans le métier de président de ligue et je me suis trompé. Bon, voilà, je vous livre son explication. Ensuite, c'est à la commission d'en tirer les enseignements. Et donc, ce qui me semblait préoccupant, c'est qu'il emploie un mauvais terme, à dessein ou par erreur, c'est pas à moi de l'apprécier, alors que par ailleurs, je l'ai relevé, là c'est secondaire, il est actionnaire très petit du club de Montpellier, qui est la propriété de M. Moed Altrad. Donc voilà, je trouvais que... Alors lui, il fait valoir dans sa réponse écrite qu'il m'a donnée que le comité d'éthique de la Fédération française de rugby a considéré que ce n'était pas un conflit d'intérêts. Et donc j'ai juste observé, et ce n'est pas à moi d'en tirer les leçons, que comme cette décision d'octroi de ce maillot floqué Altrad pris par le comité directeur avait été pris à l'unanimité, j'ai relevé qu'il ne s'était pas déporté au moment du vote, même s'il avait des intérêts, aussi faibles soient-ils, dans le club de Montpellier. Voilà, c'est ça l'objet de l'article. Et il m'a dit, oralement, il m'a dit, mais j'en informerai la commission d'enquête. Alors, pour le moment, en tout cas, je me tourne vers mes collègues, mais nous n'avons rien reçu. Donc, en tout cas, il n'a pas rectifié son propos. Moi, j'avoue que je suis assez surprise du coup. Alors, peut-être vous pouvez nous réexpliquer parce que comment fonctionnent justement ces contrats, parce qu'il me semblait justement que dans le premier procès Altrad sur cette même fédération, le sujet était que l'appel d'offres avait été rédigé de telle manière que seule la société Altrad pouvait y répondre. Je crois que c'était à peu près comme ça que c'était rédigé. Et donc, on se retrouve dans une situation, pour ce deuxième contrat, où donc là, il n'y a pas du tout d'appel d'offres. Et donc, dans ce cas-là, comment s'est fait la procédure ? Je ne peux que vous renvoyer
au texte qu'il me donne. Il donne cette version-là. Je n'ai pas d'autre éclaircissement que ceux qu'il m'a apportés par écrit. Donc, regardez les annexes de l'article de Mediapart où lui décrit la procédure qui a été retenue. Merci. Du coup, non, mais c'était... Enfin, voilà. Donc, bien sûr, on va regarder, c'était pour essayer de comprendre comment ce deuxième contrat a été passé, surtout qu'au début de l'audition, c'était pas si clair que ça, parce que, en fait, finalement, l'ancien contrat court toujours jusqu'au 31 décembre et le nouveau va démarrer en janvier 2024. Donc, on va pouvoir regarder dans le détail la manière dont ça a été fait. Peut-être une question sur un tout autre sujet. Dans cette même édition du 18 novembre, l'un de vos collègues, David Perrotin, signe un article intitulé « Lutte contre les chants homophobes dans le foot, le grand malaise ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, de lire cet article. Quels sont les principaux constats, selon vous, de cet article ? Et peut-être sur les personnes que vous avez entendues, sur les mesures spécifiques qui sont attendues par rapport à justement cette question de l'homophobie, notamment dans le foot. Honnêtement, je ne suis pas l'auteur de l'article, donc je préfère ne pas répondre par peur d'être imprécis. Merci à vous, Monsieur Mauduit. À moins que vous souhaitiez ajouter autre chose à la commission d'enquête. Non, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Merci.